Salut, c'est Laetitia et Shannon des éditions Hachette. Et vous écoutez L'Intention, le podcast où les écrivains révèlent ce qui est au cœur de leur dernier livre et qui a guidé son écriture. Aujourd'hui, nous recevons le docteur Arnaud Pfersdorf, l'un des pédiatres français les plus célèbres, pour la nouvelle édition augmentée de son livre « Votre enfant, de 0 à 16 ans », paru chez Hatier. Avec lui, grâce à ses 40 ans d'expérience au plus près de l'évolution des pratiques en matière d'éducation, nous allons prendre la main de notre enfant, de sa naissance à son adolescence. Que faut-il vraiment pour préparer la naissance ? Que faut-il embarquer avant de filer à la maternité ? Comment préparer le premier rendez-vous chez le pédiatre ? Comment savoir ce qu'un bébé sent, voit, goûte et entend ? Comment trouver le bon dosage entre son autonomie et la surconsommation d'écran ? Comment parler de sexualité avec son ado ? Que de questions ! Dans ce guide coloré, enrichi de podcasts et d'illustrations signé Stéphanie Rubini, on découvre surtout qu'à chaque tranche d'âge, l'enfant est le père de l'homme. Alors, c'est un poème écrit par un Anglais du 19e siècle, William Wordsworth, et j'ai été frappé par le contenu de ce poème, qui est court, qui est très beau, et je vous le lis. « Mon cœur bondit lorsque je vois s'élancer l'arc-en-ciel. Enfant, je le ressentais fortement. Ainsi en est-il encore aujourd'hui, que cela demeure quand il me faudra vieillir, ou bien que je meure. L'enfant est le père de l'homme, et j'aspire à ce que mes jours en tout temps restent liés les uns aux autres par cette piété naturelle. » Alors c'est très beau, c'est traduit, mais j'ai retenu évidemment « l'enfant est le père de l'homme ». Et ça a une signification immense pour le pédiatre que je suis. Oui, l'enfant se construit dès la naissance, et même en tant que fœtus, on le sait maintenant avec les 1000 premiers jours, il se construit. Et tout ce qui va l'accompagner dans sa construction, dans la bienveillance, dans la parentalité, dans les figures d'attachement, etc., va faire de lui un adulte que lui aura décidé avec sa construction. Et c'est ça qui est extraordinaire. L'enfant est le père de l'homme, ou le père de la femme, ou la mère. Enfin, voilà l'esprit, voilà l'idée. Depuis que je pratique la pédiatrie, et j'ai la chance d'avoir fait de la pédiatrie intense. Je suis pédiatre et animateur, donc quand il y a de grands prématurés, je suis là. J'étais chef de clinique dans un service d'oncologie et hématologie pédiatrique, donc les leucémies, tout ça, c'est du lourd. Et je dois dire que mon exercice n'est plus du tout le même aujourd'hui par rapport à ce qu'il était il y a 40 ans. De nombreuses choses ont évolué. La prise en compte de la parentalité, l'écoute des parents. On ne faisait pas autrefois. Autrefois, quand je faisais une ponction lombaire à un nourrisson, tout ce qui m'importait, c'était d'avoir une infirmière qui tienne bien le nourrisson, pour faire un dos bien rond et que je puisse bien faire mon geste. Et les parents attendaient dans le couloir. Et on allait les voir quand on avait le temps. Vous vous rendez compte ? Comment la médecine, heureusement, a évolué. Et on est maintenant dans une bienveillance, dans une proximité, dans des césariennes qui se font avec des apaisements, la participation de l'autre parent. On est vraiment dans une... On a compris qu'un enfant, pour guérir, il a besoin de bienveillance. Et ça, j'ai vu cette évolution pendant ces quelques décennies de pratique. Première intention, écrire un livre pour suivre la santé de son enfant de 0 à 16 ans. 0-16 ans, pourquoi ? Parce que c'est le timing où on suit un enfant. Moi, avec ma spécialité, j'interviens même un peu avant la naissance, quand il y a des décisions obstétricales à prendre, aller chercher un bébé un peu plus tôt, etc. Et donc... en France, on suit les enfants jusqu'à l'âge de 16 ans, d'où le titre 0-16 ans. Et pour la petite histoire, c'est merveilleux parce que maintenant j'ai 3 générations, même presque 4. J'ai des enfants, enfin des adultes, que j'ai suivis quand ils étaient nouveau-nés et qui me confient leurs enfants maintenant. Donc ça, c'est vraiment un grand bonheur. Comment je les structurais ? Eh bien,
par tranche d'âge finalement, parce que c'est certain que 0-2 ans, c'est certaines problématiques, c'est certains questionnements, c'est la croissance, c'est la diversification alimentaire, c'est l'éveil, l'apprentissage. Après, on va avoir la propreté, enfin, la maîtrise des sphincters, comme nous on aime bien dire en tant que pédiatre. Il y a la marche, il y a l'éveil, il y a l'autonomisation, etc. Et puis il y a bien sûr au bout l'adolescence qui est un petit peu le bouquet final, et en fait qui n'est pas du tout un bouquet final, mais qui est un accompagnement qu'on ne doit pas rater. En fait, j'ai toujours aimé écrire, et avant d'écrire des livres sur la parentalité, j'écrivais des romans. J'ai écrit aussi un livre sur l'éthique en pédiatrie. Et puis un jour, ce sont des éditeurs qui sont venus vers moi, qui m'ont dit on cherche un pédiatre pour tel et tel sujet, et on a vu que vous écriviez. Et puis comme j'avais monté un site, Pédiatre Online, il y a maintenant 30-35 ans, pour donner des informations aux parents, je veux dire que ça s'est fait naturellement. Et j'ai écrit d'autres livres, et celui-ci venait en complément inévitablement. Parce que 0-16 ans, c'est une espèce de... c'est 0-16 ans. C'est vraiment notre métier. Et je connais, de par ma pratique, les sujets qui sont les plus importants pour les parents. Parce que les parents s'écoutent, mais pas toujours. Et même quand ils s'écoutent, qu'ils se font confiance, parfois ils sont un peu perdus. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que j'ai beau être pédiatre, j'ai eu 4 enfants, nous avons eu 4 enfants, j'ai commis des erreurs, même moi, pédiatre. Et de ces erreurs-là, j'ai grandi. Et pour ça que c'est un peu la thématique, ce qui accompagne mes livres, c'est que les enfants nous font grandir. Les enfants font aussi grandir les pédiatres. Et ça, c'est formidable. L'intention, c'est un beau mot, j'aime bien l'intention, parce qu'il y a toujours une intention quelque part, il y a toujours une motivation aussi. L'intention, c'est de pas noyer le parent. Parce que le parent, il se noie. Aujourd'hui, en particulier, avec tout ce qu'on trouve sur Internet, et puis je ne parle pas des réseaux sociaux, où les parents sont encore plus perdus. Et je vois régulièrement des parents qui viennent en consultation, parfois pour la première fois, ils me voient, moi, pédiatre, c'est le premier pédiatre qu'ils voient, ou parfois, ils ont déjà vu d'autres pédiatres, puis ils sont perdus. Ils ont l'impression de ne pas être écoutés, en particulier les mamans. Combien de fois j'ai vu des mamans me dire « Je viens vous voir parce que j'ai l'impression que le problème c'est moi. J'ai vu tel médecin, et puis non, c'est rien, c'est vous, quoi. L'allaitement, le machin, le sommeil. » Et ce sont des problèmes récurrents qui reviennent régulièrement parce qu'aujourd'hui, les parents ne sont plus les mêmes qu'il y a 20 ans. Et encore moins qu'il y a 40 ans. Les parents travaillent, les parents sont dans des objectifs. C'est pas simple. Et finalement, il y a une espèce de compétition, de mise en compétition des enfants, déjà pour aller à la crèche, vous vous rendez compte ? Et ce qui fait que les parents sont un peu perdus. Donc l'intention, c'est je sais les sujets qui vont vraiment interpeller les parents. Je ne vais pas m'étendre sur des choses rares. Une numération formule sanguine avec des globules blancs qui sont diminués, c'est pas le sujet. Ça, on a tout le temps d'en parler si besoin. Mais ce qui concerne la vie de tous les jours avec les enfants, quelle que soit leur tranche d'âge, l'intention, elle est là, de leur délivrer dans un discours choisi, bienveillant, construit, mais pour qu'ils retiennent l'essentiel. Et c'est ça qui m'a accompagné dans la rédaction de ce livre. Deuxième intention, prévenir des dangers des écrans. Les écrans, c'est un vrai souci. Et si on dit pas d'écran avant 3 ans, c'est pas pour rien. Parce que c'est facile à retenir. Et si on gagne déjà la tranche 0-3 ans, c'est déjà un bon chemin qui est fait. Parce que c'est à cet âge-là que les enfants sont agités. Quand on prend le train, quand on prend le métro, quand on rentre le soir et qu'on est fatigué, on a récupéré l'enfant à la crèche. C'est tellement merveilleux de lui mettre un smartphone dans les mains. Mais alors là, c'est radical. Il est calme, on est tranquille et on le laisse une demi-heure, 1 heure, 2 heures devant le smartphone. On a la paix. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Je ne vais pas développer le pourquoi, j'en parle dans le livre, mais il ne faut pas mettre un enfant avant 3 ans devant un écran. Et quand on dit écran, c'est smartphone, c'est télévision. La télévision allumée dans la cuisine, télévision. Ah, mais il regarde jamais.
Ben si la télévision est allumée, il voit vos habitudes, il voit que vous vous tournez vers l'écran, il voit que quand vous lui parlez, vous regardez tout d'un coup ce qui se passe à l'écran. Vous ne le regardez plus lui, et l'enfant perd votre contact. Et du coup, il perdra le contact. Donc, il faut être extrêmement prudent avec ça. Et surtout, c'est les prémices de ce qui arrivera plus tard. Donc, il faut accompagner l'enfant, tranche par tranche d'âge. Il y a des outils. Les réseaux sociaux, ça viendra plus vite qu'on ne pense. C'est un vrai problème, les réseaux sociaux chez les ados. J'aborde ça dans le livre. Comment faire, combien, expliquer, comprendre. Les parents doivent comprendre aussi qu'est-ce que c'est qu'un écran. L'image, on vit, mais alors j'ai vu des générations d'ados. Parce que les générations, tous les 3 ans, ça se renouvelle d'ados, grosso modo. Et puis là, avec la génération Covid, on a aussi vu des choses nouvelles. Les enfants qui ont vu que la loi, c'était de travailler à domicile. Le télétravail, les écrans qui prennent le devant. Donc pourquoi moi je ne ferais pas aussi du télétravail à ma façon? Moi qui ai 8 ans, moi qui ai 7 ans, maman, je veux un smartphone. Mon copain, Benjamin, Hortense, elle a déjà un smartphone. À moi j'en veux un aussi. Et souvent il y a des parents qui n'arrivent pas à dire non. Donc oui, l'utilisation des smartphones doit être tempérée, tranche d'âge par tranche d'âge, et les parents doivent accompagner et pas interdire, parce que ça fait partie de notre environnement, mais expliquer, justifier, encadrer. Même un ado a besoin d'un encadrement. Il faut qu'il sente qu'il y a une résistance pour certaines choses. On discute. Et après, il va se construire un peu mieux. 3e intention, accompagner l'enfant dans ses questionnements sur le genre. Alors, c'est vrai que petit, jusqu'à 5-6 ans, un enfant, il sait juste, il découvre son anatomie. Donc, il sait qu'il a, si c'est un garçon, il a un sexe, des testicules qui pendouillent, un pénis, et puis voilà, il vit avec ça. Bon, voilà, il voit de temps en temps sa sœur toute nue, ou voilà, il voit que elle a rien, mais c'est tout. Il se pose pas de plus de questions, c'est naturel, c'est normal, c'est une identité de sexe, on va dire. Après, il va y avoir une conscience, à partir de 5-6 ans jusqu'à 10 ans, une conscience d'appartenance à un sexe plutôt qu'à l'autre. Et là, je suis du genre féminin. Enfin, c'est pas le genre, c'est l'identité sexuelle où je suis un garçon, je suis une fille, mais sans se poser non plus de questions. Mais comme par hasard, je suis souvent avec des filles, ou comme par hasard, je suis souvent avec des garçons. Voilà, dans la cour, ceci, cela. Mais on se pose pas d'autres questions. Par contre, le corps change. Et puis après, il y a la puberté qui apparaît. Et la puberté, elle apparaît pas toujours au même âge. Pour vous donner un exemple, aujourd'hui, on parle de puberté précoce chez les filles à 8 ans. Et chez les garçons à 9 ans. Il y a 15 ans de ça, c'était 1 an plus tard. Donc on a des pubertés de plus en plus précoces. On ne sait pas très bien pourquoi. Les perturbateurs endocriniens, certes, mais il n'y a pas que ça. Il y a l'évolution structurelle, l'alimentation, il y a beaucoup de choses. Et donc, dès que le jeune rentre dans l'adolescence, ça peut être à 9 ans, 8 ans, 12 ans, 15, 14 ans, eh bien là, il va y avoir cette notion d'identité de genre que j'aborde dans le livre, bien entendu. C'est quelque chose qui est une réflexion où moi, je vais me séparer de mes parents. Ça va mettre du temps. Mais en même temps, est-ce que au fond, je suis une fille, j'aime bien les filles. Ou je suis un garçon, j'aime bien les garçons. Et là, si l'ado en parle à ses parents, ça va tout de suite être la chape de plomb. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et donc, on connaît l'histoire, on habille les garçons en garçons, on habille les filles en filles, et on ne donne pas de poupée à un garçon. Heureusement, les choses ont beaucoup évolué, et maintenant, il faut laisser l'ado prendre conscience. C'est une prise de conscience qui doit accompagner son adolescence. C'est un sujet très sensible, en particulier en ce moment, en particulier sur les réseaux sociaux, en particulier avec les influenceurs. Et donc, il faut que l'enfant ne soit pas dans une fermeture, que l'ado ne soit pas dans une fermeture. Et nous avons là un rôle extrêmement important à jouer, les parents, les enseignants, mais aussi les médecins. 4e intention, aborder dès le plus jeune âge le sujet du harcèlement. Le harcèlement
c'est quelque chose dont on prend de plus en plus conscience, mais qui est connu depuis la nuit des temps. Et quand j'en parle, par exemple, à mes filles ou à mes fils, je les prends un peu à témoin, ils sont grands, ils ont plus de 30 ans maintenant, ils me disent tous, on a assisté du harcèlement, mais on a fermé notre gueule. Alors eux, a priori, n'ont pas été harcelés, mais enfin, je suppose, ou peut-être des petites choses, mais ça peut aller très loin, le harcèlement. Et le harcèlement, ça peut pousser au suicide. Donc c'est une catastrophe. Et les groupes de jeunes dans une cour de récré, c'est tellement mieux de se moquer de l'autre. On prend de l'importance. Il y a toujours un leader quelque part. Donc ça doit être repéré très vite. Et les établissements, il y a des moyens maintenant pour faire parler les jeunes, pas seulement parce qu'ils sont victimes, mais aussi pour signaler, lui là-bas, j'ai l'impression qu'il est harcelé. Nous le faisons dans les cabinets. J'en parle aux jeunes, et très tôt même. On n'attend pas 7 ans. Hein. À 5 ans, 4 ans, on en parle de ça. Comment tu t'entends, est-ce que tu as des copains, des copines, et c'est très important de mettre le point là-dessus pour que ensuite l'équipe pédagogique qui est autour de l'enfant, au collège, à la maternelle même parfois, puisse avoir la bonne approche. Et la bonne approche, on le sait, c'est pas de condamner le harceleur, c'est de mettre tout le monde autour d'une table et de faire prendre conscience par le harceleur qu'il harcèle. C'est très subtil, mais on avance sur ce plan-là. Alors le harcèlement, avec l'âge, il y a les réseaux, il y a les smartphones, et il y a le cyberharcèlement. Et moi je le vis, je le vois, quand j'ai des adolescentes ou des adolescents qui viennent en consultation, à un moment donné, une fois qu'ils sont un peu en confiance et tout, je leur parle de ça. Alors ils sont toujours un peu gênés, parce que devant les parents, ils n'osent pas en parler. Et l'histoire du smartphone, à quelle heure tu l'éteins, comment ça se passe, la gestion. Et au fond, ce qu'ils veulent, c'est que les parents soient au courant le moins possible. C'est pour ça que les réseaux sociaux évoluent, pour que les parents n'aient pas le temps de suivre. Il y a un peu cette course à l'échalote, en quelque sorte, qui fait que moi je vois des parents qui ne savent même pas de quoi on parle. L'autre jour, j'ai eu le cas de 2 jeunes filles de 12 ans et demi et 14 ans et demi. L'une des deux venait d'être victime sur un réseau social que je ne vais pas citer, mais on le devinera, d'un chantage de diffusion des images, parce qu'elle était tombée dans le piège du news. Et c'est une catastrophe. Et je parle de ça avec la mère ne savait même pas de quoi je parlais. Elle ne savait même pas ce que ses enfants, ce que ses filles faisaient sur les réseaux. Donc oui, la tranche d'âge 10-16 ans ou 9-16 ans est très vulnérable sur ce plan-là, parce qu'à cet âge-là, on n'a pas... Comment dire, on n'a pas vraiment un discernement très poussé. On apprend avec l'âge, et donc on peut très vite devenir une victime. Donc il faut être très prudent. 5e intention, faire confiance à son enfant. Alors une phrase qui accompagne mon livre, finalement entre les lignes, j'ai envie de dire, c'est faire confiance à son enfant, parce que quand on fait confiance à son enfant, il va prendre confiance. Et il va se construire mieux, avec une bonne estime de soi, et c'est ce que je rappelle souvent aux parents, quand ils ont des enfants de 1 an, 6 ans, 12 ans. Je leur dis toujours, mais c'est quoi votre objectif ? C'est d'en faire un adulte qui soit stable sur le plan affectif et professionnel, pas vrai ? Et c'est ça qui est important. Et on ne s'en rend pas toujours compte quand on est dans la vie de tous les jours, on est énervé, on est fatigué, fais tes devoirs, etc., etc. Donc, il faut toujours garder ça quelque part, quitte à l'écrire au stabilo ou sur un post-it qu'on met sur le mur. Finissons en musique. Alors, moi, je suis fan de piano, je joue au piano, ça m'a toujours accompagné. Et évidemment, je me régale quand on me pose cette question. Mais les scènes d'enfants de Robert Schumann. Et les scènes d'enfants de Robert Schumann, moi, elles m'habitent. J'en joue l'une ou l'autre, parce qu'il y en a certaines qui sont techniquement un peu dures. Mais les scènes d'enfants, écoutez-les, parce que c'est toutes les tranches d'âge, et ça fait retourner à l'enfance. Et c'est pas une musique facile.
C'est une musique très intérieure et qui, écoutée par un adulte, va remettre un peu des souvenirs de l'enfance qui vont remonter. Ça, c'est une musique qui m'accompagne. Et puis, il y a aussi les gymnopédies d'Erik Satie. Vous voyez, je reste un peu dans le classique. Mais ça, c'est vraiment des musiques qui me parlent. C'était L'Intention, le podcast des éditions Hachette où les écrivains de fiction, de non-fiction, de BD et de jeunesse révèlent l'intention cruciale au cœur de leur dernier livre. Si cet épisode vous a plu, faites-le savoir en nous envoyant des cœurs, des commentaires sympas et des étoiles. Et on vous retrouve bientôt pour un prochain épisode.